Vous allez écouter Casserole. Mais avant, j'aimerais vous parler de Vattenfall, notre sponsor. C'est le leader suédois de l'énergie, un fournisseur d'électricité responsable qui a pour objectif une vie sans carbone d'ici une génération. Grâce à eux, vous pouvez déjà cuire au four vos pommes de terre Hasselback, une très bonne recette suédoise, avec une énergie neutre en carbone. God appetit, c'est comme ça qu'on dit bon appétit en suédois, avec un accent français. Casserole passe à table, épisode 4. Bienvenue dans Casserole passe à table. Aujourd'hui, nous allons parler du gluten, ces petites protéines démoniaques que beaucoup d'êtres humains se sont mis à retirer de leur alimentation ces dernières années. Nous allons nous demander comment est arrivée cette mode du sans gluten, s'il s'agit d'un problème réel ou d'une simple tendance marketing. Nous allons observer également comment les gros industriels se sont emparés de cette tendance et nous demander si les produits sans gluten qu'ils nous proposent ne sont pas en fait bien pires pour la santé que le bon gluten. D'ailleurs, existe-t-il un bon ou un mauvais gluten? Et quelles sont les alternatives au gluten? Bref, beaucoup trop de questions pour un jeudi matin. Heureusement, nous avons avec nous ici pour y répondre Victor Coutard, journaliste qui vient de publier une véritable ode d'amour au gluten, I Love Gluten aux éditions Ulmer. Bonjour Victor. Bonjour Zaï. Et avec nous aussi notre super chroniqueuse Jill qui va nous expliquer son rapport quelquefois un peu conflictuel avec le gluten. Salut Jill. Salut Zizi. Alors j'ai ramené, comme d'habitude, pour boire une petite bière. Elle est un peu particulière cette fois-ci. Alors Victor, tu consacres un petit paragraphe de ton livre à bien choisir sa bière et tu écris « Traditionnellement, la bière est préparée à base de 4 ingrédients fondamentaux, l'eau, le malt, le houblon et la levure. Le malt provient de l'orge céréale qui contient naturellement du gluten. Faire une bière sans gluten reviendrait à faire une bière sans malt, l'un des ingrédients essentiels au processus de brassage. Faire une bière sans gluten, c'est faire une bière sans bière. » Voilà, donc on va boire une bière sans bière. C'est pas exactement moi qui l'écris, c'est un ami brasseur qui D'accord. a une brasserie en Suède qui s'appelle Peter et qui est un traditionnaliste. En tout cas, c'est comme ça qu'il se définit. Et donc, du coup, cette bière sans gluten, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. C'est du malt de millet, en fait. C'est ça qui va remplacer. Voilà. Je sais pas si vous en avez déjà goûté, les deux. Moi, jamais. Pas celle-ci, mais il y a une autre brasserie qui s'appelle Altiplano, avec un petit lama sur l'étiquette et qui propose une bière sans gluten. C'est une bière à base de quinoa. D'accord. Bon, je vais vous laisser la goûter. Vous me direz après si c'était bon ou si c'était imbuvable. Et Victor, pour commencer, je voulais te poser une question simple. C'est comment tu as eu l'idée d'écrire ce bouquin sur le gluten? En fait, je crois que j'ai eu plusieurs idées qui ont amené à la création de ce livre, mais c'était une rencontre en fait avec Antoine Isambert qui a permis la création d'un livre, parce qu'au départ, c'était pas un livre qu'on voulait faire, c'était une blague. On s'était dit que c'était marrant de créer un logo. Le sans gluten, c'est tellement marketing, c'est tellement hashtagable, instagrammable, que en rigolant, on s'était dit que c'était drôle de se faire un t-shirt ou un tote bag I Love Gluten. Et il se trouve que j'avais rendez-vous avec Antoine Isambert, le patron des éditions Ulmer, pour un sujet complètement différent. C'était l'agriculture en milieu urbain. Et au bout de 5 minutes de conversation, on s'est vite aperçu que j'étais absolument pas la bonne personne pour faire ce livre. Parce que t'aimes le gluten, a priori. Parce que j'aime le gluten, et on s'est rendu compte que le père d'Antoine Isambert était un grand céréalier. Et du coup, on a commencé à parler de céréales, j'ai commencé à lui parler de ma blague, il a commencé à parler de pain, j'ai commencé à lui parler de beurre, et puis finalement, on a fait un livre qui s'appelle I Love Gluten. C'est pas mal. Ce qui est parti d'une bonne blague sur le gluten, c'est devenu un bouquin. Oui, c'est même parti d'une histoire encore plus longue qui est sur la place de la République, en rencontre avec un lobby céréalier qui s'appelait Passion Céréales et qui m'ont vraiment dégoûté à vie des lobbies, si je pouvais l'être encore un peu plus que je ne le suis déjà. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer simplement, en termes assez simples, ce qu'est le gluten ? Le gluten, c'est une protéine qui est présente dans la plupart des céréales, mais surtout dans le blé, et qui a un rôle extrêmement important dans la panification. Dans la panification, le gluten permet, grosso modo, de capter les gaz qui vont pousser avec la cuisson du pain, et en fait, de maintenir ce gaz dans des petites bulles. Et donc, c'est les bulles qu'on trouve dans le pain, et ça donne au pain sa forme et sa texture. Du coup, l'intérêt du gluten, c'est surtout pour faire du pain, en fait. Pour donner la structure, et du coup, on en trouve dans le pain, les pâtes, la pizza, enfin, la base bière de notre alimentation, enfin, de mon alimentation en tout cas. Et en fait, le gluten, c'est une protéine qui existe depuis des millénaires.
Oui, c'est une protéine qui existe des millénaires, qui ont énormément de produits, et surtout qui a été utile à l'homme depuis des millénaires, puisqu'on a commencé l'agriculture en cultivant le blé, et on a commencé à cultiver le blé pour faire du pain. Donc le pain, c'est quoi? C'est de l'eau et de la farine, et le gluten, c'est le lien entre ces deux ingrédients. On va essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, on s'est mis à détester le gluten. Mais avant ça, toi, tu dédicaces d'ailleurs ton livre aux personnes qui ont la maladie cœliaque, c'est-à-dire aux 1% des personnes qui sont vraiment intolérantes au gluten, qui peuvent vraiment ne pas en manger du tout. Donc, c'est une vraie maladie qui est assez handicapante au quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la maladie cœliaque en quelques mots ? Alors, la maladie cœliaque, c'est une maladie qui touche 1% de la population. C'est une allergie au gluten. C'est-à-dire que les personnes malades cœliaques, le seul remède qu'ils puissent espérer contre leurs maux, c'est d'arrêter le gluten. La seule solution qu'ils ont, c'est d'arrêter le gluten, de ne plus en toucher, de ne plus en manger, de ne plus en ingérer. Du coup, eux, on ne connaît, il y a rien d'autre possible que de ne pas manger de gluten. Et par conséquent, ils sont associés parfois à tort à ceux qui sont dits hypersensibles ou intolérants, qui en gros ont des problèmes de digestion, enfin, pensent avoir des problèmes de digestion quand ils ingestent du gluten. Et ça, ces personnes cœliaques, je disais que c'était entre 0,5% et 2% de la population qui serait atteinte de cette maladie-là. En fait, on ne sait pas très bien parce que la maladie cœliaque prend énormément de temps à se développer. Très souvent, les gens ne pensent pas à se faire dépister, et du coup, on ne sait pas exactement combien de personnes sont atteintes. On sait que les chiffres ont augmenté ces dernières années. J'ai vu que ça s'était multiplié par 4 ces 50 dernières années. Le problème, c'est un vrai problème avec le gluten, c'est que les sources d'informations sont très peu fiables. Chacun prêche pour sa paroisse, et la plupart des informations que nous avons viennent des États-Unis. Et aux États-Unis, les paroisses sont encore plus installées qu'en France. Du coup, moi, lors de mes recherches, et Dieu sait que j'ai cherché, j'ai vraiment trouvé des chiffres qui avaient rien à voir. Oui, parce que j'imagine qu'il y a aussi différents lobbies qui vont s'emparer justement de cette mode du sans gluten. Et est-ce que justement tu peux nous raconter ce qui a déclenché cette mode du sans gluten? Il y a plusieurs pistes dans ton livre, mais tu parles d'un événement en 2011 qui est vraiment l'événement qui aurait déclenché cette mode, cette tendance du no-glu. En fait, en 2011, il y a un scientifique australien qui s'appelle Peter Gibson qui publie une étude qui a été menée sur 34 patients, des patients hypersensibles, donc pas malades cœliaques, qui ont des difficultés donc à digérer. Peter Gibson enlève du régime de ces 34 personnes le gluten. Et il se rend compte que la plupart d'entre elles disent aller mieux. Il publie les résultats de son étude et dit attention, s'il y avait que 34 personnes, ça a été sur, 6 mois, 1 an, c'est pas suffisant. On peut dire qu'il y a une piste, on peut pas dire que le gluten était incriminé. Trop tard. Ça a été un raz-de-marée, ça a commencé par l'Australie, puis on est arrivé aux États-Unis, puis plus tard en France. La mode du sans gluten s'est installée comme le remède à nos problèmes de digestion. Donc il y a eu cette étude, et puis à côté différentes idées sur les transformations génétiques, la culture, etc. Sauf que le même professeur Gibson, 3 ans plus tard, en 2014, fait une nouvelle étude sur 37 personnes, cette fois, je crois, et dit « Ah, c'est peut-être plus compliqué que ça. Il n'y a pas que du gluten dans le blé, il y a aussi ce qu'on appelle des FODMAPs. Le problème des FODMAPs, c'est qu'il y en a partout. Il y en a dans l'ail, il y en a dans les pommes, il y en a dans le pain, il y en a partout. C'est plus dur à cibler que le gluten, quoi. C'est terriblement dur parce que FODMAP, c'est un acronyme pour fermentable, oligosaccharide, je sais pas quoi, qui fait que quand vous êtes un prince du marketing, vous savez que pour enlever du gluten, il faut enlever la bière, le pain et les pâtes, grosso modo, alors que les FODMAP, c'est vraiment beaucoup plus compliqué à expliquer au grand public. Et donc, du coup, c'est trop tard, cette mode du sans gluten est déjà lancée. Et tu expliques aussi dans ton livre qu'elle peut être aussi liée en partie à la mauvaise connaissance des journalistes. Donc là, c'est un peu notre mea culpa, c'est-à-dire que comme la plupart des articles sont des récupérations d'infos sans vraie recherche derrière, ça va devenir une tendance facilement explicable, et du coup, il n'y a pas de vraie recherche comme toi, tu as pu le faire.
sur cette mode du sans gluten? Je crois qu'il y a deux choses à souligner. La première, c'est qu'on vit dans un monde de l'image et que la mode du sans gluten est apparue en même temps que les réseaux sociaux, que Instagram, que Facebook, qui permettaient de s'afficher sans gluten. On mettait une photo de sa bonne tarte sans gluten avec un hashtag I love gluten free. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on vit une époque d'orthorexie. Je sais pas si c'est un mot Tu peux expliquer peut-être? Orthorexie, c'est l'obsession de manger sainement. On vit une époque où la nourriture est vue quasiment comme un médicament, quasiment comme une réponse aux lobbies scientifiques, pharmaceutiques, médicamenteux, et où on voit la nourriture comme le moyen d'être beau, d'avoir des abdos, d'être hyper bien gaulé, d'être hyper en belle forme, d'avoir des jolis joues roses, etc. Et pas aussi comme une source de nourriture, comme une source de plaisir, comme une source d'excès, comme tout ce que peut être aussi la nourriture et tout ce qu'elle a amené de très bon. Par conséquent, chaque nouvelle mode de sang ou de rejet répond finalement à cette demande d'ascétisme visible sur les réseaux sociaux qui permet finalement d'exposer qu'on va bien, qu'on est beau et qu'on peut montrer ses abdos sur la page. On est performant. Mais ce qui est drôle, c'est quand même... Alors, la population, elle s'est quand même mise à cette mode du sans gluten à une vitesse incroyable. Déjà, aux États-Unis, donc je lisais dans un article du New Yorker qui est très bien, dont je mettrai le lien, que un tiers des adultes américains disent qu'ils essayent de l'éliminer de leur alimentation. Et en France, selon un article du Figaro, c'est 5 millions de personnes qui auraient adopté un régime sans gluten. Donc, c'est quand même pas rien. C'est pas juste une mode réservée à certains bobos. Et en même temps, en lisant aussi, j'ai l'impression que c'est effectivement un mode de vie où tu affirmes ta croyance en quelque chose, et en l'occurrence, c'est le sans gluten. Et d'ailleurs, dans cet même article du New Yorker, le journaliste est à un salon du sans gluten, et il existe qu'il y a un voyage spécialisé dans les vacances sans gluten, une femme qui est là, qui aide à planifier les réceptions de mariage sans gluten. Donc, c'est aussi... ne pas manger de gluten, dans ce cas-là, c'est peut-être aussi adhérer à une certaine croyance, à un certain mode de vie. On est en 2018, il faut qu'on se réinvente des sources de croyances, des sources d'adhésion. Dieu est mort, vive le sans gluten, c'est la nouvelle secte. Non, mais d'où mon livre est pas un livre contre les sans gluten. Moi, je tiens beaucoup à comprendre que je suis pas en train de me moquer de ceux qui ont arrêté le gluten. Ils sont des millions dans le monde et des millions à considérer qu'ils vont beaucoup mieux. Donc, à partir de là, moi, j'avais deux choix. C'était soit de les considérer comme une bande d'abrutis, ça fait quand même beaucoup d'abrutis, soit d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas bien. Et en fait, en poussant mes recherches, et pas très loin, et donc là, peut-être que ça pourrait faire pencher la tendance vers la première hypothèse, je me suis rendu compte que il y avait un problème avec le gluten, mais que le gluten n'en était pas responsable. Le problème, c'était la façon dont on faisait les aliments, la façon dont on les consommait, la façon dont on les conservait, on les congelait, etc. Ça, on va en parler. Et je voulais aussi parler de cette tendance, t'en parles un peu dans ton livre, du no-glu dans la culture populaire. Alors, j'ai un livre qui est assez drôle, qui est Le Club des 5, Arrête le gluten. Et c'est un petit livre, donc c'est une version parodique du Club des 5, où donc il y a toujours la Claude, Annie, François, Mick, Dagobert, qui ont vieilli, ils vivent en coloc. Et sur une idée d'Annie, donc Annie, c'est la blonde, celle qui a toujours été un peu relou dans la bande, il décide d'acheter un spiralisateur et il commence à arrêter le gluten et tout. Donc c'est évidemment un peu une moquerie encore. Toi, dans ton livre, tu parles aussi du Gluten Free Museum, où c'est différents tableaux de l'histoire de l'art qui... Enfin, vas-y, raconte. C'est différents tableaux de l'histoire de l'art où on a enlevé toute forme de gluten, c'est-à-dire c'est les faucheuses de millet, mais sans le blé. C'est triste. Oui, c'est triste. Et il y a aussi un épisode de South Park qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Gluten Free Ebola, où South Park, la ville est devenue une ville sans gluten depuis que le ministre de l'Agriculture a explosé en ingérant du mauvais gluten. Donc c'est la panique, tout le monde jette ses produits à base de gluten, etc. Je vais vous en passer un extrait. The soy sauce and the Triscuits too, Randy! Ah! Wait, I like those. Chicken nuggets, breaded, frozen burritos, flour, ice cream. What about ice cream? I don't know. Look at the ingredients. Heavy cream, sugar, chocolate syrup. No, ice cream's good for you. Voilà, ce qui est drôle, on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils jettent plein de trucs, mais ça leur empêche pas de garder des produits industriels qui semblent quand même un peu dégueulasses, quoi, genre la crème glacée avec plein de trucs pas très bons à l'intérieur, pour faire le lien avec ces industriels qui se sont emparés aussi de cette mode du sans gluten. Ça t'en parle aussi dans ton bouquin. Ouais, et ça, c'est
C'est vraiment terrifiant et j'invite tous tes auditeurs à faire le test. Il suffit d'aller sur le site, je sais pas, d'un supermarché ou d'une enseigne de grande distribution et de comparer en fait les prix et les étiquettes. Typiquement pour les pâtes, c'est l'exemple que j'ai en tête qui est le plus facile. Un paquet de pâtes sans gluten, des spaghettis numéro 5, déjà elles sont vendues par paquet de 400 grammes quand elles sont sans gluten et pas de 500 grammes quand elles sont classiques. Et elles coûtent plus de 320% plus cher. Alors, on peut l'expliquer. Il y a des façons de l'expliquer. C'est plus difficile. La farine, il y a moins de farine de riz, il y a moins de farine. L'épeautre, par exemple, fait un rendement beaucoup moins grand que la farine de blé, etc. Mais quand même, plus de 300% plus cher pour un paquet qui est moins gros, quoi. Ça sent quand même un peu l'arnaque marketing. Oui, parce que moi je lisais, donc dans ton livre, tu dis que le créneau sans gluten atteindra 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde d'ici 2020 et qu'en France, les aliments sans gluten représentent entre 75 et 80 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même énorme. Et ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui remplace le gluten aussi dans ces produits que font les industriels ? Est-ce que c'est forcément meilleur ou est-ce que il va aussi avoir le gluten va être remplacé par des ingrédients qui ne sont pas forcément meilleurs pour la santé. Pareil, moi je ne veux pas donner de leçons à personne, donc j'encourage tout le monde à juste aller dans les magasins qu'ils ont l'habitude de fréquenter et de lire les étiquettes. On est dans un pays super, tout est inscrit, on connaît les ingrédients de nos produits. Là, tu montres du doigt le pain des fleurs sans gluten qu'on va goûter tout à l'heure. Ah, il était sans gluten, super. Et il suffit de lire les étiquettes, en fait. On ne remplace pas de la farine de blé aussi facilement que ça, pour une raison assez simple, c'est qu'elle est hyper pratique, cette farine de blé, et qu'elle est pleine de gluten, et que par conséquent, certains industriels ont fait le choix de mettre des produits hyper transformés pour pouvoir créer des produits, des ersatz de produits. Et malheureusement, on sait très bien que plus il y a de produits dans du pain, moins le pain est bon. Ça, c'est une constante. Oui, du coup, ça nous amène à cette question qu'on m'a le plus posée quand j'ai dit que je faisais une émission sur le gluten. C'est s'il existait un bon gluten et un mauvais gluten. J'imagine que tu répondrais oui à cette question. Alors en fait, la réponse est non. Le gluten, c'est le gluten. Je veux dire, le gluten, c'est mauvais pour la santé de personne, à part pour les malades cœliaques. Et même s'il est en grande quantité ? Alors, la bonne réponse, je pense que c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de l'utiliser et une bonne et une mauvaise façon de le consommer. Je crois que c'est hyper intéressant. Le pain, la plupart des boulangeries que nous fréquentons sont tenues par 3 grands groupes meuniers. Ces 3 groupes meuniers, c'est des multinationales qui, en fait, possèdent les boulangeries et leur vendent leur farine et des farines qui sont dites améliorées. Améliorées en quoi ? En gluten. C'est des farines sur lesquelles on a rajouté du gluten, sur des blés qui sont déjà plein de gluten, et ça permet en fait à des boulangers assez peu qualifiés de faire du pain extrêmement rapidement. Ça va jusqu'à 2 heures dans les supermarchés. Alors que normalement, ça mettrait, si on fait du pain d'une façon correcte ou à l'ancienne... Typiquement, si on prend des exemples de boulangers qui font bien leur travail, je pense à Amamiche, rue Condorcet, je pense à Panadero Clandestino, qui lui vend dans différents points à Paris, ou à Saint-Honoré à Marseille, je les cite un peu tous parce qu'ils m'ont beaucoup aidé pour le livre. Eux mettent de 16 à 72 heures pour faire du pain. Et du coup, le gluten, en fait, a le temps de travailler. Il est ce que les boulangers appellent prédigéré, c'est-à-dire qu'il va transformer, il va faire tout son travail pour aider le pain à prendre sa texture et sa forme, et en fait, il va plus ou moins disparaître dans le produit fini. Ce qui fait qu'en fait, ce gluten, il va pas vous coller à l'intestin, il va pas vous attaquer. Le pain, en fait, on a respecté le temps, on a respecté la nature, et dans ces cas-là, je crois qu'on sait tous autour de cette table que les choses vont mieux, quoi. Et donc, du coup, ce pain, lui, qui est fait très rapidement, etc., on le fait donc avec des mix de farine toute prête, où il y a, du coup, beaucoup de gluten qui est rajouté pour donner de la structure. C'est ça. En fait, ce qu'on explique dans le livre, c'est que ça commence avec les semences. Les semences sont sélectionnées pour avoir des blés pleins de gluten. Donc, on a déjà des blés pleins de gluten, qui sont ensuite transformés en farine par des meuniers qui leur rajoutent du gluten, qui est du gluten tout à fait naturel, mais qui leur rajoutent du gluten pour pouvoir
avoir des farines améliorées qui vont permettre en fait de panifier plus rapidement, de conserver aussi, parce que vous voyez les baguettes quand on était petites, elles étaient beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. On les a rapetissées pour pouvoir les congeler, pour qu'elles puissent rentrer dans des congélateurs. Et le gluten, c'est aussi un excellent conservateur. Par conséquent, on rajoute du gluten et ça permet d'aller plus vite, de conserver plus longtemps et finalement de faire plus de merde, quoi. Voilà. En fait, c'est peut-être on peut dire que c'est pas la faute du gluten, mais c'est la faute de la grande industrialisation alimentaire. Et c'est vraiment l'objet de mon livre. Enfin, moi, je tiens beaucoup à le dire. Je suis pas du tout un prescripteur moral. J'ai pas envie de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Je voudrais juste qu'on passe d'une philosophie du rejet, de dire ah non, perché, c'est pas mon monde, j'arrête, je fais plus de ça. À une philosophie de l'éducation et du choix. Donc, savoir ce qu'on mange, c'est aussi comprendre d'où viennent les produits, comment ils ont été transformés et le temps que prennent les choses pour être faites. Oui, et on peut dire aussi que ce qui a permis cette mode du sans gluten, c'est pour les personnes qui sont vraiment cœliaques, donc qui ont vraiment cette maladie, ça leur permet quand même d'avoir plus de choix. Moi, j'ai le copain de mon copain qui est italien, donc il a grandi dans l'Italie des années 90 en étant cœliaque, donc c'est quand même compliqué, en plus en Italie, le pays des pâtes, etc. Et son enfance, apparemment, était un cauchemar parce qu'il pouvait jamais manger comme les autres. Et lui, il est assez content que cette mode se soit propagée comme ça parce qu'il dit qu'il a beaucoup plus de choix et aussi le choix de manger, soit des trucs industriels, mais il a le même choix que les autres, quoi. Je suis content pour lui si ça va, mais il faut aussi voir que j'ai eu d'autres sons de cloche, moi, en faisant ce livre, parce qu'évidemment, j'ai interrogé des malades cœliaques. Ils peuvent aussi se plaindre du fait que les prix ont énormément augmenté. Ils peuvent aussi se plaindre du fait de passer un peu pour des précieux. Vous voyez, quand vous allez au restaurant et que vous demandez « Ah, excusez-moi, je voudrais un plat sans gluten », vous pouvez passer pour un modeux au lieu de passer pour quelqu'un de malade, qui franchement fait une différence de ressenti et qui doit être prise en compte. Et puis, il y a aussi... tous ces produits qui ont été trafiqués, qui ressortent avec des étiquettes plein d'artifices et qui sont pas forcément très bons pour leur santé en définitive. Ouais, donc c'est pas forcément une bonne chose. Je suis pas sûr. Et donc au-delà de ça, il y a quand même des gens qui cherchent à se nourrir autrement et manger sans gluten. Ça peut aussi être parfois l'occasion de tester des nouvelles recettes. Il y avait cet article dans Club Sandwich de Combini où chaque mois, ils essayent de faire des tests de manger sans, justement. Et donc, ils font un mois sans gluten. Et au final, le journaliste Farrell Harrod dit que ça lui a permis d'inventer des nouvelles recettes, des nouvelles façons de se nourrir. D'être beaucoup plus créatif aussi. Voilà, d'être plus créatif. Et toi, Jill, aujourd'hui, justement, tu vas nous parler de ton rapport avec le gluten. Donc, tu vas pas nous parler de patates ou de tomates, mais de ta cure gluten-free. Alors oui, c'est mon côté parisien qui revient au galop. Fallait bien que je me mette à faire un truc totalement branchouille alors que je vis maintenant à la ferme. Plus sérieusement, il y a 2 raisons pour lesquelles, du coup, j'ai décidé de passer au gluten-free ou plutôt au gluten slow, parce que, à vrai dire, après 5 jours sans pain au chocolat, j'ai trouvé que la vie était quand même très très triste. La première, c'est que je suis migraineuse et qu'après avoir essayé tous les traitements pas possibles et inimaginaux, avoir ingéré je ne sais combien de médicaments, plein de choses chimiques, j'ai commencé à arrêter d'aller voir des médecins et je me suis dirigée plutôt vers des naturopathes. Et du coup, quand on consulte un naturopathe, on fait tout un bilan et la première chose qu'on regarde, c'est tout ce qu'on mange parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses dans l'alimentation qui peuvent interférer. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, j'en mangeais tout le temps. Donc, du pain au petit déjeuner. C'est une gluten addict. Voilà. Du pain au petit déjeuner, des pâtes au déjeuner, du pain au dîner et même un petit 4 heures de temps en temps. Donc, du coup, ils m'ont conseillé de réduire ma consommation de gluten. Et la deuxième raison, c'est que souvent, après avoir mangé du pain ou des produits bourrés de gluten, parce que malheureusement, ils se cachent aussi un peu partout et parfois à notre insu, même si on a une bonne alimentation. J'avais mal à l'estomac et surtout un gros coup de pompe après le repas, car forcément le croque-monsieur, c'est un tout petit peu plus compliqué à digérer qu'une soupe. Et du coup, ça s'est passé comment ce passage vers la force obscure des no-glu? Alors le premier jour, c'était un petit peu compliqué, très triste, surtout quand on se lève le matin et quand on est habitué à sa tartine de pain avec du roquefort, on se dit « Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on va prendre au petit déjeuner ?» Et pourtant, alors que je mangeais du pain à tous les repas auprès, je mangeais vraiment du bon pain, pas du tout des baguettes blanches, j'allais vers des pains au levain naturel, des farines bio, etc. Et puis au bout du 2e jour, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que si je voulais tenir, fallait pas du tout que je sois dans la privation, mais plutôt qu'il fallait que je remplace intelligemment le gluten dans mon alimentation
Par exemple, pas question de plus manger de pâtes. Alors, je me suis mise à préparer des pâtes au sarrasin. Alors, les premiers essais, c'était totalement chaotique. Le sarrasin cuit beaucoup plus vite que les pâtes au blé. Donc voilà, il faut un petit peu de temps justement pour maîtriser la cuisson. Et une fois qu'on maîtrise, c'est délicieux. Et on retrouve finalement en bouche la typicité d'un blé ancien qui n'a pas été trop travaillé, où du coup il y a de la mâche, la pâte est légèrement rugueuse, donc c'est très bon. Et quant au pain du petit déjeuner, ça m'a surtout poussé à réfléchir à d'autres choses et à me dire qu'il fallait que je prépare peut-être des choses par moi-même. Et notamment, je me suis mise, entre autres, à préparer ce qu'on appelle des Bircher Muesli, où j'ai utilisé du sarrasin décortiqué, des amandes qu'on fait tremper dans l'eau la veille. Le lendemain, on les goûte et on le mange avec du gingembre, du fromage blanc et du miel. C'est le genre de plat un peu aussi un peu instagrammable, non? Assez beau. J'en ai fait une belle photo avec une petite cuillère de beurre de cacahuètes et les dernières fraises. Moi, je connaissais pas le Bircher Muesli avant que tu m'en parles. Mais voilà, outre le fait que ça soit très instagrammable, c'est finalement copieux, et je me suis rendu compte en fait en mangeant ce genre de petit déjeuner que j'apportais même des choses dans mon alimentation que j'avais pas. Un fruit au petit déjeuner, du miel qui est bourré de super nutriments, des purées d'oléagineux, ça change aussi du beurre, etc. Et puis je me suis même mis à manger du pain des fleurs, qui pourrait être le truc le plus triste au monde, qui est en fait une cracotte à base de sarrasin. Quand on les voit comme ça, c'est des petites, pour vous les décrire, c'est des petites cracottes un peu grises. mais on va goûter. Mon frère les appelait les gâteaux morts. Ouais, ça leur va bien. J'ai mis du temps. J'ai ma pote naturo qui me disait mais vas-y, je te promets, ça va. Et puis bon. Et puis en plus, sans faire exprès, j'ai attaqué dans le dur en prenant direct celui sans sel ni sucre. Puis finalement, franchement, on s'y fait. Bon, j'avoue, faut mettre un peu plus de beurre, mais. Et est-ce que tu as pu voir des effets du coup sur tes migraines ou sur ta digestion? Alors déjà, j'ai pas arrêté totalement parce qu'il n'est pas question que je voue un culte infini au pain et que c'est peut-être ce que je préfère au monde. Donc j'ai pas arrêté, j'ai juste essayé de le manger un peu plus intelligemment, d'en manger un tout petit peu moins. Et après, c'est peut-être très subjectif et il y a sûrement un petit effet placebo où, par exemple, quand on est migraineux, on cherche de toute façon quelque chose qui pourrait nous sauver. Donc en fait, pourquoi pas le gluten? Donc finalement, j'ai vu des effets positifs parce que j'avais pas forcément de coup de barre après le déjeuner, qui est aussi peut-être à mettre en perspective avec le fait que je mange un petit peu moins de viande et de poisson. Donc forcément, la digestion est plus simple. Et concernant les migraines, je pense en avoir moins, mais c'est très très difficile à évaluer. Et puis ça se trouve, finalement, c'est tout simplement le fait d'avoir maintenant de vivre à la ferme, d'avoir des légumes ultra frais, une alimentation diversifiée, de vivre au grand air qui fait que ça plus va de mieux. migraines. Ouais. Mais toi, tu le dis aussi, donc Victor, dans ton livre, que tu le disais tout à l'heure, que ce n'est pas un livre qui veut, malgré son titre provocateur, dénigrer toute forme de produits sans gluten, mais qui se veut le chant d'une consommation raisonnée et éclairée du gluten. Alors, cela, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il existe du coup des alternatives au gluten. Là, devant nous, donc, on a ces magnifiques pains des fleurs, ces gâteaux morts de Gilles. D'ailleurs, on peut peut-être les goûter. Franchement, c'est pas pire que la cracotte de notre enfance, quoi. Enfin, voilà, c'est. Et ouais, faut goûter. Personne n'ose les manger. Victor, il est. Déjà mangé le petit déjeuner. Moi, je crois qu'avoir fait, enfin, en tout cas, j'ai voulu faire mon livre pour des gens comme Gilles. En fait, on pense que l'important c'est pas de manger du gluten ou de pas en manger, c'est de manger des bons produits, de manger des bonnes choses. Et dans le livre aussi, on essaie d'inciter les gens à faire par eux-mêmes, parce que moi aussi, j'ai travaillé dans des fermes, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a même changé ma vie, et l'importance du faire pour se faire une idée sur les choses est très importante. Par exemple, pour avoir un point de vue définitif sur le gluten, c'est quand même intéressant d'avoir essayé de panifier pour comprendre en fait l'importance et le rôle qu'il peut avoir, et l'importance qu'il peut avoir aussi pour des industriels. Même d'ailleurs, je te coupe on n'arrive jamais à. Enfin, j'ai jamais mangé un pain sans gluten qui avait exactement la même texture que justement un pain qui en contenait, et même à base de céréales contenant peu de blé, quoi. Et puis on le voit bien là sur ce que là, je suis en train d'essayer de découper. Moi, j'ai été donc du coup chez Chambellan. C'est une boulangerie dans le 11e arrondissement où ils font que du pain sans gluten. Alors, il y a des articles partout sur eux. Même Alain Ducasse dit qu'il en mange pour son petit déjeuner. Et donc là, je suis en train de vous découper, mais c'est vrai qu'il est un peu plus dur que un pain normal. Moi, je trouve surtout que souvent, ce qu'on retrouve dans les pains sans gluten, c'est une mie qui est relativement humide, et on a du mal à corriger. Ouais, on a du mal à corriger cette humidité. C'est souvent plus dense. On n'a jamais une mie alvéolée comme on pourrait avoir avec un pain en blé.
qui a travaillé avec un levain. Mais alors, l'auteur du livre I Love Gluten, ici présent, est un grand consommateur de pain chez Chambellan, et il l'avoue. Et parce que justement, je pense que Chambellan communique plus sur le fait de faire du pain au riz. Ils ont acheté un moulin, ils font eux-mêmes leur farine, que sur le fait de faire sans. Et finalement, quoi de mieux que les gens créatifs? On vit quand même une époque formidable où le choix est possible, où il y a des restaurateurs partout, des producteurs de super qualité, et c'est eux qu'il faut vraiment mettre en valeur. Et c'est ce que je répondais à une personne qui m'agressait sur les réseaux sociaux à cause de mon livre. Faut pas se tromper d'ennemi. Aujourd'hui, je pense que avec gluten, on a tous un ennemi commun qui est l'industrie agroalimentaire et ses dérives. Ceux qui font bien, c'est eux qu'il faut encourager, quoi. Et donc là, on a devant nous le pain que je viens de goûter, qui est pas mal, le Chamboline Nature. Donc, c'est farine de riz sarrasin. C'est 190 grammes, c'est 1,90 €. C'est comme une mini baguette. C'est quand même le double, voire le triple du prix d'une baguette normale. Et il y a aussi le pain de sucre. Alors ça, c'est Jill qui me l'a conseillé. Donc, tu dois le connaître, Jill. C'est du coup, plutôt pour le goûter, c'est farine de riz, fleur d'oranger. Et finalement, je reviens où tu disais que c'était 3 fois plus cher. Je suis pas tout à fait d'accord si on arrête de croire qu'en fait une baguette coûte 90 centimes. Je crois qu'en fait on paye du pain, qu'il ait du gluten ou pas, on est un peu paumé, on paye plus du tout le juste prix, et qu'en fait finalement, je pense qu'une bonne baguette, même pleine de gluten, quel qu'il soit, s'il y a du bon blé, qu'il y a un travail d'un boulanger derrière, je pense sincèrement que le juste prix, c'est peut-être 1,50 €, 1,90 € et justement pas 90 centimes. Je peux ça, me je suis permettre. pas tout à fait. Non. Par exemple, tu vas parler de Mamie, oui. j'imagine, où c'est 1 € leur baguette. Alors, je sais pas si elles y gagnent, mais en tout cas, elles ont fait le choix de faire des baguettes à 1 €. C'est des baguettes au levain qui mettent 16 heures à panifier, à lever. Et je crois aussi qu'il y a un juste milieu à trouver entre la qualité. Après, Chambellan, c'est spécial. C'est aussi ils font leur farine. C'est des farines de riz, donc avec des rendements plus petits. C'est complètement bio. C'est aussi un niveau d'agriculture et de production qui est différent. Ouais, moi, Mamie, c'était mon conseil de fin d'émission, parce que même si c'est qu'un produit d'appel et qu'ils ont quelques produits plus chers, je trouve ça bien justement de pouvoir être une boulangerie de quartier où tout le monde peut aller, avec la baguette qui est vraiment le produit d'appel par excellence, même si par ailleurs tu fais des trucs plus chers, et c'est vraiment très bon. Et la bière sans gluten, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit tabou, personne n'en parle. C'est bon ou pas, Victor, toi qui dis qu'une vraie bière, c'est... En bon alcoolique, moi j'ai trouvé ça succulent. Vraiment. C'est vrai? Non, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru que c'était de l'eau. Bon, ouais, c'est ça, c'est très léger. Ouais, c'est ça. C'est très léger, mais bon, ça se boit. Bon, en tout cas, ce que tu disais tout à l'heure, il y a toute une partie du bouquin qui est aussi destinée à faire. Donc, tu donnes entre autres des recettes de bons plats avec du gluten. Donc, comment faire sa farine, comment faire ses gnocchis à la farine, faire la tarte aux pommes hollandaise, etc. Et pour finir l'émission, Victor, je voulais que tu me lises un petit passage de ton livre. Je trouve qu'il résume bien l'idée globale. Alors, hop, j'ai le bouquin là. Voilà, à partir d'ici. Bien choisir ses aliments. Il faut combattre ensemble cet étrange réflexe qui pousse certains à se définir par ce qu'ils rejettent. C'est la véritable ambition de ce livre, promouvoir une alimentation basée sur l'adhésion à un système bon, propre et sain. Alors que la mode du sans gluten est intimement liée aux réseaux sociaux, où il est de bonne loi de faire étalage de sa santé, de son bien-être et de ses moyens financiers, le contre-pied devra passer par la connaissance, le partage et l'expérience. La curiosité de découvrir des produits authentiques, tracés, cultivés par des producteurs passionnés. Voilà, c'était la bonne parole de Victor Coutard dans son livre I Love Gluten, publié aux éditions Ulmer. Et pour terminer l'émission, comme d'habitude, chacun vient avec un petit conseil. Jill, qu'est-ce que tu nous recommandes comme lecture? Alors, je ne l'ai pas amené avec moi parce qu'il était un petit peu lourd, mais je vous conseille le livre d'Alice Waters qui s'appelle L'art de la cuisine simple, qui est sorti aux États-Unis en 2007, mais qui vient seulement d'être traduit en français là en octobre, et qui a été traduit par la journaliste gastronomique Camille Labro. Et dans ce bouquin, en fait, Alice Waters, elle a tout compris. Et ça fait déjà 20 ans qu'elle a compris qu'il fallait manger avec des produits achetés auprès de petits producteurs, qu'il fallait faire au maximum soi-même. Et voilà, que du bon sens qu'elle recense dans ce bouquin, qui a la particularité de ne pas avoir de photos, mais qui est ponctué de quelques dessins, et dans lequel vous retrouverez des menus de saison, plein de recettes simples à faire à la maison.
et plein de bons gluten. Oui, et ça donne envie de cuisiner. Effectivement, ouais, je l'ai lu. Il y a pas mal de bons gluten. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu recommandes ? Moi, j'ai trop angoissé avec cette question. C'était vraiment terrible. J'avais envie de parler de tous mes amis. Mais je recommande le livre Semences, les semences en question, qui a été publié aux ateliers d'Argol par une femme qui est d'ailleurs formidable, qui s'appelle Catherine Floic. Et c'est toute une série d'entretiens qui réfléchit sur la question des semences sans que ce soit ni chiant ni moral. Et c'est vraiment un beau livre et c'est un livre intelligent et c'est un livre d'aujourd'hui, je pense. Eh ben, très bien. Moi, je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. N'hésitez pas à m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazimiamiam. On est aussi toujours très heureux quand vous partagez vos avis sur les réseaux pour nous dire, par exemple, si vous êtes plutôt team galette de riz ou pain au levain. Si vous aimez Casserole, vous pouvez aussi le dire avec des étoiles et des commentaires sur iTunes. Si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi vous exprimer, bien entendu, mais je ne suis pas encore tout à fait remise de mon 1 étoile récoltée récemment. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.